Hola mi gente, troisième podcast officiellement de ce podcast. Voilà, donc je vous parle de moi, de ma vision de l'actualité, de mes points de vue, voilà, et de littérature. Donc c'est le troisième podcast, nous sommes le 7 février, j'allais dire le 8 février, le 7 février, parce que nous avons un live demain, le 8 février, voilà. Mais c'est enfin pour moi le moment de vous parler de littérature, de vous parler de mon art, de vous parler de ma passion, de ce qui fait que je survis à une histoire qui peut être vue comme une tragédie. Ce sont les mots monstrueuses. Une de ces tragédies qui ferait que si on n'a pas quelque chose qui nous permet de la raconter, on ne s'en sort pas. On ne s'en sort pas. Donc, Mianté, pour moi, l'écriture a toujours été une arme. Oui, une arme, parce que je suis né dans un milieu hostile. C'est ce que je raconte très mal. Je vais devoir plusieurs fois vous raconter cette histoire en faisant des épisodes pour que vous la saisissiez. Sinon, ça vous paraît comme quelque chose d'étranger. Vous ne comprenez pas véritablement pourquoi j'en parle. Pourquoi est-ce que je tiens à toujours revenir à l'histoire? Parce que elle est ongoing, elle n'est pas terminée. Parce que c'est elle qui explique pourquoi je suis non pas ce qu'on appelait à l'époque un écrivain engagé, mais un écrivain embarqué. Non, non, je n'ai pas choisi cette histoire. Elle m'est arrivée. Je n'ai pas choisi de vivre, d'être né dans un pays qui est comme ça, euh, disons un pays où la pensée magique est prédominante. Je n'ai pas choisi de naître dans une famille, passez-moi le mot, compliqué. Je ne peux pas user un autre mot, donc je vais user de ce mot-là que je n'aime pas parce que je pense qu'en général on dit compliqué pour ne pas dire autre chose, pour ne pas dire cruel, pour ne pas choquer. Mais là, Mianté, j'ai besoin de choquer. Donc, cet épisode, c'est véritablement celui dans lequel je parle de mes livres, de quelques-uns. Je ne vais pas bien en parler, mais je vous demande de faire l'effort de suivre. Mais pour véritablement mettre les pieds dans le plat sur ce sujet-là, il faut que je raconte comment j'ai commencé à écrire. Comment j'ai commencé à écrire. Je vous ai parlé de cette expression qu'on a longtemps, qu'on utilise encore. Par exemple, de moi, c'est la fille du milliardaire. Et je vous ai dit, peut-être pas de la meilleure des manières que j'étais une personne en situation de handicap. Un handicap grave qui m'a forcé à avoir plusieurs opérations. Non seulement durant mon enfance, mais plus tard, lorsque j'avais plus de 30 ans, pour essayer de le réparer parce que il n'avait jamais été véritablement concevable que je puisse vivre avec un tel handicap, avec une jambe de travers. Ce n'était pas possible. Donc du coup, en vivant avec cette jambe-là longtemps, disons plus de 30 ans, ça faisait que toute vie intime, ce qu'on appelle à l'époque, à une certaine époque, une vie de femme, m'était interdite. D'une certaine manière, je ne dis pas que j'en ai pas eu, je dis qu'elle m'était interdite a priori, puisque avoir une jambe de travers comme cela rendait beaucoup de choses difficiles. Donc, je nais dans ce milieu-là qui permet ça, qui laisse milieu, certes, camerounais, mais camerounais d'en haut. Je me dis, la fille handicapée, la fille en situation de handicap d'une légende camerounaise qui a été un grand industriel, un des plus grands industriels. Ça, ce n'est pas discutable, ce n'est pas l'opinion de la fille, c'est l'opinion de l'intellectuel spécifique qui vous le dit. Voilà. Donc, quand on est comme ça, avec un handicap, dans une... je n'ai pas envie de dire famille, parce que je pense que ça n'a jamais véritablement été une famille. Mais dans un milieu où il y a beaucoup d'argent, parfois beaucoup de diplômés, parfois beaucoup de pouvoir politique, pouvoir économique et pouvoir social. Lorsqu'on est avec
cette jambe-là. Euh, je dis naître parce que ce handicap se manifeste en moi. Je ne l'ai pas comme ça. C'est cela qui rend tout cela plus grave. Et c'est cela qui explique aussi pourquoi la sorcellerie fait partie de mon histoire. Et pourquoi elle a une très très grande place dans mes écrits jusqu'ici. Ça peut changer parce que, comme je l'ai dit, je suis en train de progresser et les choses avancent très 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 vite, progressent, je crois. Il m'arrive de régresser, mais je pense que je finis toujours par avancer. Donc quand on est dans ce milieu-là, si on n'a pas quelque chose qui permet qu'on se voit autrement que le regard qu'on pose sur nous, on peut devenir fou. Et fou dans ce sens, ça c'est grâce à Ambroise Thom que je découvrais à Roland Jacquard, où il parle de la folie. La folie dans les sociétés africaines, la société camerounaise a un rôle très 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 particulier. La folie, c'est pas juste quelqu'un qui, comme ça, souffre d'un mal psychique, psychiatrique. C'est autre chose. Ça a une autre connotation. Donc voilà. Donc je pense m'y inter, je crois. Ça, c'est l'histoire que je me raconte. Ça, c'est comme ça que je raconte mon histoire. Je crois que je viens à la littérature enfant, toute petite fille, avec ce désespoir comme les enfants sans le handicap. Parce que quand ils sont dans un milieu où on ne les voit pas, où on n'accepte pas le handicap, et donc ça se passe très 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 mal. Ça se passe mal. Parce qu'on sent bien qu'on n'est pas véritablement vu. On est peut-être aimé, mais on est la source de tant de problèmes qu'on finit par devenir soi-même un problème. Et que l'amour ne peut pas véritablement faire qu'on échappe à ça. Donc, il y a beaucoup comme ça de rancœur. Il y a des secrets de famille qui ressortent. Il y a des choses qu'il faut qu'on cache. Il y a des hontes. Il y a des sentiments de culpabilité, des mauvais sentiments. Il y a des notions ancestrales que quand on est enfant, on ne comprend pas. Mais on sent qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et on peut se laisser emporter pour cela si on n'a pas quelque chose. Moi, j'étais fan de tennis depuis toute petite, mais je ne pouvais pas jouer au tennis, j'avais une jambe de travers, j'avais une jambe qui était plus courte que l'autre. J'avais une jambe qui ne me permettait pas de courir. Donc j'ai essayé, je le raconte dans Défigurer, mon livre, mon avant-dernier ouvrage, que je pensais que je pouvais devenir stéphographe alors que je ne pouvais pas devenir stéphographe, c'était impossible. Donc, je n'ai finalement plus que l'écriture. Et l'écriture, c'est venu à moi, comment vous dire, magiquement. C'est une des choses que je découvre. Je sais pas. Je pense que je commence à écrire avant véritablement de savoir lire. Voilà. Je pense que mes premiers mots sur un cahier à l'époque au Cameroun, c'était, je pense, à 6 ans. Oui, 6 ans, 5 ans. 6 ans, 5 ans. Et déjà, à ce moment-là, je pense que j'ai envie de raconter ce que je vois et que je ne comprends pas. Ce que je vois et qui me paraît comme ça anormal. Ce que je vois et que je sens dans ma chair comme étant inhumain. Ce que je vois et que je sais de la méchanceté. Ce que je vois et que je sens bien, c'est de la sorcellerie. Je vois tous les efforts qui sont faits pour que ma jambe de travers devienne normale. Je vois qu'à un moment, je ne suis plus réduit qu'à ça. Je vois les hôpitaux à Paris et ailleurs, en France en général. C'était toujours la France. Même si en 89, ça a été les États-Unis, New York, ma ville. Voilà. Je vois tout cela. Je vis ces moments avec des docteurs presque toujours occidentaux, où c'est pas moi véritablement la patiente. C'est pas moi la patiente. C'est la ma génitrice qui voit ce handicap-là comme quelque chose, comme un fardeau, comme une croix. Et je suis l'enfant. Mais je suis pas véritablement l'enfant. Je n'existe pas, je ne suis que cette jambe-là, je suis un problème. Je n'ai pas droit à autre chose. Je suis un problème, il faut quelque chose pour réparer ça. C'est pas possible, je n'existe pas, véritablement. Et donc, face à tout cela, face à tous ces adultes-là qui me faisaient bien comprendre que j'étais le problème, en fait. J'étais quelque chose dont la seule existence
créait des situations qui étaient parfois d'une violence incroyable, Et donc, je devais trouver quelque chose pour m'échapper. Les joies ne suffisaient pas. Voilà, mon père avait de l'argent déjà, donc on pouvait me donner beaucoup de choses, mais c'était pas ça, ça ne suffisait pas. Et donc, il y a eu l'écriture qui apparaît comme ça. Ça, ce sont des choses qu'on n'explique pas véritablement. Et vous voyez bien qu'en essayant de l'expliquer, je rends les choses un peu plus, moins évidentes. Voilà. Il n'y avait rien d'évident à ça. Donc, il y a l'écriture qui vient comme ça. 6 ans, 5 ans. Ah, je suis cet enfant noir. C'était Kamaralai. Voilà, je suis cet enfant noir. Et l'écriture vient. Et apparaît. Et Dieu merci. Je crois pas en Dieu, mais je dirais ça comme ça. Heureusement que j'ai eu l'écriture parce que je pense que véritablement ma vie aurait basculé dans un sens où tout, je l'expliquerai dans le live du 8 février où les sorciers auraient gagné. Chaque fois dans ma vie où j'ai été dépassé par un événement, chaque fois dans ma vie où des choses incroyables, monstrueuses se sont passées, chaque fois qu'il y a eu comme ça des événements qui pouvaient paraître comme étant occultes. Moi, je ne crois pas en l'occulte, je ne crois pas en la magie noire, je ne crois pas en la sorcellerie. Il y a beaucoup de gens dans mon environnement qui y croient et qui ont essayé comme ça de me faire taire, de me faire disparaître, de faire en sorte que même cet enfant à qui on a toujours dit « mais ta gueule, tu as déjà le nom Fotso, c'est déjà beaucoup, donc tu la fermes. Tu n'as aucune légitimité, tu peux être diplômé, mais tu la fermes. Tu la fermes. Tu nous fais honte. Voilà. Tu dois mettre les autres devant toi. Tu es handicapé, tu ne peux rien, tu nous ralentis, tu nous fais honte. Donc, l'écriture, c'était pour exprimer ce que je ne pouvais pas dire et ce que je sentais bien qu'il fallait que je gère d'une manière, à ma manière. Et qu'il fallait absolument que j'avance. Bon, l'écriture, c'est ce qui m'a permis déjà de convaincre mon père de me laisser aller à New York à l'âge de 14 ans. Je lui fais une très très longue lettre, 13 ans. Et sans savoir qu'il ne sait pas lire, mais on la lui lit. Et ce sont mes mots qui font que Fotso Victor laisse une gamine de 14 ans aller aux États-Unis. Donc là, je comprends bien qu'il y a quelque chose de magique, là. Quelque chose que je ne saisis pas, que je ne contrôle pas tout à fait, mais que j'arrive quand même à produire avec mes mots, avec l'écriture, en arrivant à écrire. Donc, c'est pour cela aussi que c'est compliqué de vous parler de Christelle Nadia Fotso, l'écrivaine, la femme de lettres, sans vous raconter l'histoire, sans vous parler d'où je viens, sans vous parler de mon handicap, sans vous parler de ce qui se passe en ce moment. Ce n'est pas juste comme ça de l'exhibitionnisme ou du voyeurisme. Il y a quelque chose là qui est très social, qui dit beaucoup du moment contemporain, qui dit beaucoup du Cameroun d'aujourd'hui, de l'Afrique d'aujourd'hui. Il y a comme ça quelque chose qui est difficile à expliquer, mais qu'il faut raconter. C'est pour ça que dans mes livres, le dernier, c'est celui-ci que je vais vous montrer. Voilà. L'intime. Vous voyez que j'ai pas encore du métier, donc je vais devoir apprendre à éviter de faire d'autres choses. Voilà, l'intime. Voilà. L'intime dénouement de l'irréparable. Tiré d'un poème de René Char. Ça, c'est une œuvre de fiction, mais qui gère, en fait, qui raconte un peu, qui dit, si on arrive à la lire, comment j'ai géré mon amputation. Le fait que j'ai été seul. Le fait que je l'ai géré seul. Parce que le fait qu'à mon âge, j'osais prétendre à la normalité physique. Voilà. Et une jambe de travers pour marcher avec une prothèse, avec une canne, avoir l'air un peu normal. Ça posait beaucoup de problèmes. À ce que les journalistes appellent un peu trop stupidement la famille Fotso. Donc ça pose un problème. Donc, ce livre d'intime dénouement de l'irréparable
les Noirs parce qu'ils vous racontent, c'est une fiction, mais ça raconte autre chose. Quand vous le lisez, vous comprenez le moment. Vous comprenez un peu l'envers du décor. Vous comprenez qu'il y a eu comme ça quelque chose de violent qui s'est passé et que l'histoire, elle continue. L'histoire, elle continue. C'est pour ça, Nianté, que le live de demain, il sera spécial parce que je raconte ma naissance, je raconte le handicap, je raconte ce que ma grand-mère, mon homonyme. Je dis toujours, je suis la mère de mon père. Voilà, pensait de ce handicap. Il y a comme ça, oui, il est vrai, les gens qui veulent toujours faire de l'Afrique quelque chose d'anormal disent en Afrique, rien n'est normal, tout est toujours la sorcellerie, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien. Non. Dans ce contexte-ci, même les croyances villageoises disent beaucoup du moment, du contexte. Et elles ne sont pas que villageoises. Il y a des choses qui sont faites. Il y a des choses qui ont des conséquences. Et moi, Nianté, je raconte tout cela de manière très publique, en faisant un podcast, en écrivant, en faisant des textes, en faisant des lettres à des personnes publiques, en essayant de faire que la classe politique, non seulement camerounaise, mais africaine, et même belge, espagnole, américaine, comprennent ce moment, parce que je pense que, je l'ai dit, African lives matters. African lives matter. Et si devant ma propre histoire, je décide que non, il faut que je la mette dans un placard et que je vous fasse d'autres histoires sur autre chose. Mais attendez, je vais dire que je ne crois pas en ce que je dis. Je l'ai dit, ce podcast n'est pas, son but n'est pas de devenir un podcast ordinaire, normal, où on vous fait du policier, où on vous dit que tout va bien, où on vous dit comment devenir riche comme Fotso Victor, où on vous dit comment devenir écrivaine comme Christelle et Fotso. Non. Ce podcast essaie de mettre du sens dans les choses et de vous dire des choses et de vous raconter véritablement les choses, et parfois de faire des analyses qui ne sont que les miennes. Voilà. Nianté, je suis une marginale. Voilà. Ça, je l'admets. Je l'admets. Ma marginalité, j'ai appris à l'apprécier. Et je ne pense pas que tout le monde doit penser comme moi. Mais je pense que dans ce que j'écris surtout, souvent dans ce que je dis, il y a une pensée. Et j'aimerais, enfin, que les gens s'attardent sur ce que je me dis, et quand ils peuvent me répondre, qu'ils me répondent. Dans mon premier podcast sur Alicom, peut-être de manière maladroite, j'ai interpellé des gens, des personnalités publiques camerounaises, qui ne me répondront pas parce que ils se disent que ça a passé comme ça et que, encore une fois, le non-Fotso peut faire que l'opinion publique sorte dessus en disant ce sont des affaires de famille, c'est une affaire intime. Et moi, je le dis, je le redis, jusqu'à ce que j'espère être entendu. Même au Cameroun, même dans les sociétés africaines traditionnelles ou même modernes, l'intime est politique. Et l'écriture a toujours été l'arme, l'outil, même pas l'arme, oui c'est une arme, que j'ai utilisée pour ne pas être marginalisé de la manière la plus atroce que possible. Marginal, mais il y a des marginales qui ont des pouvoirs, il y a des marginales quand ils savent écrire, quand ils sont diplômés, qui réussissent à faire des choses. Mais moi, de cette manière, je n'avais aucune chance. Il n'y a que l'écriture qui m'a permis de ne pas mourir, de ne pas être rasé par une fortune qu'on a volée à mon père lors de la vie. Mon père lui a été volé. Et par des gens vides, et par des politiques qui, si je veux être généreuse, sont heureux, lâches. Voilà. Et je pense que quand ils ont une autre carrière, c'est lamentable et c'est inacceptable. C'est pour ça que je parle. L'écriture. Vous savez, durant la fin de vie de mon père, qui était un moment particulier pour moi, parce que je le dis aussi dans ces podcasts que je commence à publier comme ça sur YouTube et ailleurs sur les réseaux sociaux, on m'a empêché d'avoir une vie normale parce qu'on sentait bien que si je l'avais, les choses ne pouvaient plus se passer comme avant. Voilà. Les choses ne pouvaient plus se passer comme avant. En faisant preuve d'immodestie, j'ai dit, mon aspiration n'est pas d'être humble,
Je suis iconoclaste. Je ne peux pas voir les choses de manière conservatrice. Vu d'où je viens, vu d'où je vous parle, vu mon handicap. Je ne peux pas, en ayant ce handicap-là, en venant de là où je viens, être conservatrice. Je ne peux pas. C'est impossible. C'est difficile. J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup dire les choses c'est comme ça. Il y a une manière de voir, les choses doivent être comme ça, mais je ne peux pas. Et je ne peux pas être autoritariste. Je ne peux pas. Voilà. Je sais qu'il est possible comme ça quand on n'a pas de flexibilité d'écraser les autres, d'écraser les plus faibles. Donc, venant d'un milieu de fort, ayant été la faible dans un milieu de fort, ayant été écrasé alors que j'avais tous les armes pour être quelqu'un de fort, ça m'a permis véritablement de comprendre l'importance de l'art, et des mots, et des mots, et des mots. Donc quand j'écris ce livre, Défiguré, qui est l'avant-dernier livre qu'il écrit, que le livre que j'écris juste après, juste avant le décès de mon père. Vous savez, ce livre a été tellement combattu parce que les gens qui préparaient ce qu'ils préparaient, qui avaient déjà volé beaucoup de choses, qui avaient déjà, je sais pas, il y avait sur un pouvoir, il y avait eu une élection avant, il y avait eu tellement de choses. On va prendre le temps de le raconter là, je le raconte un peu à la va-vite parce que ce sont les épisodes d'un podcast que je souhaite, qui j'espère va durer. Je ferai tout pour qu'il dure et je ferai tout mienté pour mieux vous raconter les choses en prenant le temps et en étant comme ça moins zaché, je le sais. Donc j'apprends mienté, j'apprends et je vous demande de m'accompagner dans tout cela. Donc Défiguré, mienté, je l'ai écrit, c'est l'œuvre que j'ai écrit le plus rapidement. Il a pris moins de 2 mois pour l'écrire. Je sortais d'hôpital. Je sortais d'hôpital. C'était un moment d'une brutalité incroyable. D'une brutalité incroyable. J'étais malade, j'étais handicapé malade. J'étais malade. Voilà, malade. Les services sociaux belges ont été impliqués. Voilà. Je ne serais pas, en dépit de mes critiques de la Belgique, je ne serais pas vivante sans l'État belge. Je ne serais pas vivante sans l'État belge. En dépit de mes critiques du barreau de Bruxelles, je pense que je ne serais pas vivante sans le barreau de Bruxelles. C'est très paradoxal. C'est très paradoxal. Cette histoire-là, il faut la raconter. C'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu des moments, des choses qui m'ont dépassé, j'ai eu l'écriture pour ne pas comme ça, oui, devenir folle. Donc quand j'écris Défiguré, mienté, les gens se disent mais elle est folle. Les gens se disent mais elle est folle. Elle a eu ce moment-là. Il y a même son père qui à ce moment était dans un moment public. C'était son dernier acte qu'il était en train de rater, mais qu'il il masquait ses ratés par du flamboyant. Photo Victor masquait ses ratés par du flamboyant. Donation d'1 milliard pour construire une église dont la région n'a pas besoin tellement il y a des églises. Il y avait une famille qui était comme ça en train de le manger vivant, mais il fait quelque chose de flamboyant. Et il sait qu'il a sa mère qui est en train de... Je parle de moi. Il sait qu'il a sa mère, sa fille, en situation de handicap, qui est attaquée, près de la mort. Mais lui ne peut absolument rien faire. Il ne peut poser que des actes comme ça qui font que les gens qui comprennent peuvent comprendre. Mais encore une fois, comme l'opinion publique camerounaise n'existe pas, ou que quand elle existe, elle n'est pas informée, ça passe inaperçu. Et moi, je suis loin, je suis à Bruxelles. Et yes, seul, comme tous les moments depuis mon amputation. Ceux qui liront le livre et qui savent ce que je raconte diront mais Christelle Nadia Fotsou, vous avez toujours été seule. Ils n'ont pas tort. Mais longtemps j'ai cru à ça. Je ne voulais pas comprendre. Je ne voulais pas admettre que oui, j'étais une personne seule. Celui qui me le disait et qui essayait de me le faire comprendre, c'était Fotsou Victor, c'était mon père. Donc Défiguré, je l'écris acte de désespoir parce que je sais que j'ai échoué, que je n'ai pas tout Mapche que je suis. Mapche, c'est le nom de la mère de mon père. C'est un nom que je porte avec fierté. Tout Mapche que j'étais, je sais que mon père va mourir et qu'il va mal mourir. Et la seule chose que je peux faire, c'est d'écrire ce livre, comme ça, pour dire des choses, en sachant
déjà que je serais attaqué de la manière la plus minable possible, la plus petite possible et la plus sale possible. Et c'est ce qui se produit. Mais ce que je voulais vous dire dans cet épisode, c'est que c'est un moment belge. En fait, c'est le moment le plus belge de mon histoire. Voilà, défiguré. Quand j'écris défiguré, vous savez, je suis assisté à l'époque par l'assistante sociale du barreau de Bruxelles. Et vous savez, je me souviens de ce moment où j'ai terminé le livre, je suis en train de le corriger. Voilà, je le fais pas très bien, mais je suis en train de le corriger parce que pour moi, il est important qu'il sorte en fin 2019 parce que je sais que mon père va mourir. Voilà, je sais que mon père va mourir. On a ce livre-là et je sais qu'il va mourir. Et je sais surtout qu'il va mourir. Parce que vu ce qui m'est arrivé, qu'il a laissé faire, je sais que ça va. Et je sais que quelque part, il est là. Et j'ai envie de raconter cette histoire. Et je la raconte. Et malheureusement, pour moi, je suis dans un moment le plus instable possible. Tout a pété. Voilà, comme ça, le barreau ne veut même plus véritablement que je reste là. On questionne ma légitimité d'avocate. Le barreau de Washington DC, qui est mon premier barreau, qui est mon barreau d'origine. Eux, ils comprennent, c'est un truc africain. Ils comprennent même pas le français, ils comprennent pas de quoi il est question. Et puis moi, je suis comme ça, dépassé par tout ce qui se passe. J'ai ma santé qui va pas, j'ai tout, rien ne va. Rien ne va. C'est quand, pour lutter contre tout cela, contre des institutions, contre des personnes de l'ombre, contre des gens qui ont le pouvoir économique et le pouvoir politique et qui ne croient qu'en la sorcellerie, il faut l'écriture. Et donc quand je vais dans un endroit, vous savez, j'ai écrit des figurés dans un Airbnb. Donc quand je vais dans un Airbnb, l'assistante sociale du barreau qui a beaucoup aidé, elle me dépose là. Et le monsieur qui a le Airbnb me demande, mais qu'est-ce que vous faites en fait? Pourquoi vous venez là? Parce que c'était un appartement qui n'était pas accessible en fait, qui n'était pas accessible. Moi qui suis une personne en handicap, je me demandais pourquoi je venais là. Et je lui dis, je suis en train d'écrire un livre. Et l'assistante du barreau de Bruxelles rigole. Voilà. Elle se dit, mais attendez, mais elle se trompe pour qui? Voilà, je suis en train de l'aider là, et puis elle pense véritablement que c'est un livre qui va faire qu'elle se sorte de cette situation où elle est seule, malade, voilà, en son handicap, avec personne qui veut l'aider, et en plus de ça, elle pense véritablement qu'elle peut prétendre à écrire un livre en si peu de temps. Voilà. Oui, mais pour qui elle se prend en fait? Pour qui elle se prend? Oh là là, la princesse, oh là là, la reine, oh là là, c'est qui? Voilà. Ouais, l'écriture est quoi? Ouais, elle est qui pour penser que elle peut écrire dans ces moments-là et que les gens auront envie de lui lire? Voilà. Mais je finis le livre. Je cours, en fait. Je cours. C'est pour ça que Défiguré n'est pas parfait. Et qu'il y a des coquilles, parfois, que j'ai dû corriger en le publiant, quoi. Voilà. Je le fais. Je racontais comment un journaliste camerounais, journaliste entre guillemets, j'ai dit ce que je pensais des journalistes. Même si je le dis encore, les journalistes sont mes meilleurs amis. Hein. Je le dis. Et les avocats qui ont été très bien. Mais je dois critiquer l'ensemble. L'ensemble, ça compte. Il faut des critiques comme cela pour que les choses avancent. Voilà. Il faut parfois forcer le trait et oser dire les choses. Même si il y aura le retour du bâton, pas du boomerang. Parce que ici, je pense que ma critique est fondée. Bon, voilà. Donc, je cours. Je publie le livre. Et quand je publie le livre, j'ai la chance, comme ça, je passe aussi à la RTBF, voilà, pour en parler avec Adrien Jouveneux, qui est un amour, qui est quelqu'un que je salue, que je tiens à remercier. Je sais qu'il a lui aussi, il a reçu des pressions du côté camerounais. On lui a dit des choses en disant, mais pourquoi tu reçois cette fille qui est en train de régler ses comptes? Voilà, qui est en train de régler ses comptes. Personne n'a lu le livre. Personne n'a lu le livre. Je vous parie, Nianté, vous savez, une des exemples lesquels les choses sont comme cela sont, j'aime cette expression chiracienne, abracadabrantesque, c'est parce que personne ne me lit véritablement. Ou quand il me lit, il y a tellement cette culpabilité-là parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Voilà, on dit en parlant de Christiania Fauchot, elle est en colère, sa colère, c'est son... Voilà, on m'infantilise. Pour m'infantiliser, il faut qu'on parle de mes colères, de sa rage. On dit, elle clash ceci, elle tape telle personne, elle fait ceci, voilà. Donc les gens ne comprennent pas. Non, Mioté, j'ai des valeurs. Et j'ai des mots, j'ai l'écriture. Voilà, face à cela,
euh, mon histoire a été tellement violente parce que tous ceux qui ont été acteurs ont pensé que moi, je n'étais pas acteur, que j'allais subir et qui pouvaient tout se permettre parce que j'étais faible, parce que j'étais en situation de handicap et parce que j'étais en fait une demi-faute saut. Tous les autres avaient l'argent et que moi, non, on pouvait venir là et dire n'importe quoi, faire n'importe quoi, l'accepter. C'est l'écriture qui a un peu rééquilibré les choses et qui a fait que, à un moment, ils se sont dit, oh, ouais, faut quand même faire ça. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit. Et c'est pour ça que, comment vous dire, je suis là devant vous et que autant que possible, on va écrire des choses et puis on va vous en parler. Il y a eu comme ça ce moment où tout le monde, pas qu'au Cameroun, ils se sont tous dit, avec quel on peut tout se permettre. C'est pas important. C'est pas important. C'est la victime parfaite. On peut l'écraser. Et puis quelque part, bon, le barreau s'est dit, on a fait un peu. L'État belge s'est dit, on a fait suffisamment. Les Américains se sont dit, écoutez, c'est trop compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. Les Français se sont dit, ouais, c'est compliqué. Bon, voilà, il y a trop de complicité là. Les Suisses. Parce que, en reparlant, se sont dit, ah non, on ne comprend pas. Voilà. Mais face à tout cela, face à des gens qui ont tous les apparats, qui ont ce qu'on me refuse, ont depuis de l'écriture de mes diplômes, je n'ai que l'écriture. Je n'ai mis un thé que l'écriture. Je ne peux que vous parler, écrire, refuser de me taire et refuser d'entendre cette critique qui est facile. C'est intime. Ce sont les problèmes de famille. C'est une affaire intercarboneuse. Non. C'est pour ça que j'écris. C'est pour ça que je fais ce podcast. Autant que possible, on va parler de mon histoire, de l'histoire, d'écriture et de tous ces sujets-là qui, je pense, sont importants. C'est pas juste des choses camerounaises. On va parler, on va, au fur et à mesure que j'avance et que je prends de la bouteille dans ce métier de podcasteur. C'est métier, entre guillemets, c'est pas mon métier. Voilà. Raconter, mieux produire. Je vous demande, mienté, de m'accompagner et de me suivre. Vos critiques sont les bienvenues. Vous savez où m'écrire. Contact @fautesopor. Sur les réseaux, vous pouvez le faire. Suivez le podcast. Suivez-moi sur les réseaux. Facebook, YouTube, où je vous demande de vous continuer de vous abonner. TikTok maintenant. Je reste sur X et même sur Blue Sky. Et sur Instagram aussi, quoi. On est ensemble, mienté, le samedi 8 février, donc demain. Voilà, nous avons un live à 16h, Banjul Time, ça veut dire 16h aussi, hors de Paris et toutes ces grandes capitales, les villes européennes d'Europe centrale, 10h, heure de New York évidemment. Et voilà, on se suit, on est ensemble. Et donc, oui, les livres, vous pouvez les acheter sur Amazon. Bientôt d'ailleurs, et vous pouvez m'écrire si vous êtes au Cameroun et que vous ne savez pas où les avoir. Je pense que je défigurerai est toujours disponible pour les quelques Banjounes qui m'écoutent. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Il est disponible à Banjoun Station. Et voilà quoi. On reste ensemble, on échange. Voilà. J'écris. Pour ne pas devenir folle. Ou, si je veux être plus moi, j'écris pour être une folle utile. Voilà, ma folie, parce qu'il y a de la folie. La folie dans le sens où, à aucun moment, à aucun moment, ceux qui ont cassé beaucoup de choses au Cameroun et ailleurs se sont dit, on ne peut pas faire ça. Non seulement parce que ça ne se fait pas, mais parce que s'appelle Nadia Futsu, déjà, avec
sa plume le raconte. Et parce que sa plume, même si on pense qu'elle n'est pas talentueuse, il y a derrière elle une telle force qu'elle finira par être écoutée. Demain, Mianté, 8 février 2025, il y a un live. Et la semaine prochaine, enfin, Ambroise Tom. Merci. Il y a Bonif.